Bonjour à tous, merci d'être présents aujourd'hui sur notre conférence pour démystifier ensemble la data science. En quelques mots, donc Jean-Louis Allaire, hein, donc comme vous l'avez dit, j'appartiens à FH Energy System Clancy, donc basé à Mulhouse. Je suis responsable de notre activité data science ou data science et intelligence artificielle dans notre laboratoire numérique qui est basé dans le bâtiment KN0 que vous connaissez peut-être. Je fais également partie de la direction industrielle d'FH Energy System Clancy pour l'innovation dans l'ensemble de l'entreprise. Et donc, je vais essayer de démystifier pour vous l'intelligence artificielle et la data science, en parler de manière concrète, qu'est-ce qu'on peut vraiment en faire dans l'industrie, sortir en fait du côté magique de la chose et arriver à quelque chose de concret. Déjà, je l'ai cité rapidement. Donc, mon équipe elle est installée dans notre laboratoire numérique, notre NumLab, qui est basé dans le bâtiment KN0. Vous le connaissez peut-être, mais c'est un pôle numérique dédié à la transformation numérique de l'industrie. Donc, c'est un écosystème avec diverses startups, entreprises, organismes de formation. Et on a notre bureau avec les data scientists qui est installé là-bas. Voilà, l'idée, c'est d'avoir un incubateur et un accélérateur de projets et pour nous de profiter du lieu pour pouvoir collaborer plus efficacement au travers de cet écosystème. Voilà, donc ce qu'on fait là-bas, notre but, c'est vraiment la data science et l'IA en milieu industriel. Donc vraiment quelque chose d'appliqué, on n'est pas du tout dans la recherche fondamentale. Nous, on cherche vraiment à tirer bénéfice de ces outils pour amener de la performance industrielle pour nous-mêmes et pour nos clients. Et pour ça, en fait, on fournit à la fois de la prestation de services de sciences de la donnée, hein, de l'analyse, de la modélisation mathématique, etc. Et on développe aussi les outils logiciels dont on a besoin pour le faire. Alors, avant d'aller plus loin, on va déjà essayer d'expliquer ce que c'est l'intelligence artificielle, parce qu'il en existe plusieurs définitions. Je vais vous expliquer quelle est notre vision, qui est aujourd'hui quand même, qui globalement fait aujourd'hui consensus. Hein. Déjà, pour faire un peu d'histoire, l'intelligence artificielle, le premier qui en a parlé, c'est un certain Alan Turing, après la Seconde Guerre mondiale. Donc, vous connaissez sans doute ce monsieur pour avoir cassé le code de la machine Enigma qui servait aux nazis à communiquer entre leurs forces armées. C'est un mathématicien anglais. Et lui, son postulat était de dire une machine est intelligente si elle arrive à imiter le comportement d'un humain. D'où d'ailleurs le titre du film, The Imitation Game, qui est assez récent, qui raconte la vie d'Alan Turing. Pour lui, c'était au sens conversationnel, c'est-à-dire que la machine peut imiter une conversation humaine. Et vous mettez un humain face à une machine, et s'il n'arrive pas à déterminer si en face de lui, c'est un autre humain qui est en train d'écrire le texte sur la machine, ou si c'est réellement une machine, alors la machine passe le test et est considérée comme intelligente. Aujourd'hui, c'est controversé comme vision, puisqu'il n'y a plus que le texte, il n'y a plus seulement le texte, il y a aussi l'image, il y a aussi les données industrielles, et il y a beaucoup d'autres choses. Mais pour les années 50, c'était quand même déjà assez visionnaire. Ensuite, il faut peut-être parler de données, puisque l'intelligence artificielle et la data science, elle permet de traiter, de manipuler, d'analyser les données. Mais c'est quoi une donnée? Alors une donnée, c'est un élément d'information élémentaire qui sert de base à un raisonnement. C'est une définition très théorique. Si on prend le cas d'une personne, un être humain, ça va être son nom, son prénom, sa date de naissance, son adresse, pourquoi pas ses habitudes de consommation. Et là, vous commencez à faire le lien avec l'intérêt qu'on peut tirer d'analyser ces données et d'en générer de la valeur. Dans l'industrie, ça va plutôt être quelque chose comme une valeur d'un courant électrique, une température, une vibration, une photo d'une pièce éventuellement sur une ligne de fabrication, etc. En tout cas, ce qu'il faut comprendre, c'est que les données toutes seules, elles sont dénuées de sens. Il faut y appliquer un certain traitement pour en faire quelque chose d'intéressant. Par intéressant, je veux dire profitable. Par exemple, dans l'exemple des Lego que vous avez à l'écran, vous avez représenté à gauche les données brutes. Donc ça, c'est la boîte de Lego telle qu'elle existe dans tous les magasins de France. Ensuite, si vous commencez à trier les Lego par couleur, par forme, par taille, eh ben, c'est de la donnée triée et annotée. On peut déjà en faire quelque chose d'un peu plus intéressant qu'ici. Ces données, ensuite, vous pouvez les représenter d'une certaine manière, assez jolie, et qui a une signification pour celui qui regarde votre organisation des Lego.
Ça, c'est déjà un niveau un petit peu plus intéressant. Mais le niveau ultime, c'est de mettre les données en contexte et d'en faire quelque chose de réellement intéressant pour l'utilisateur de données. On peut faire le même parallèle avec les données. Un peu de vocabulaire parce qu'on entend beaucoup de mots dans le domaine de l'intelligence artificielle et de la data science, des mots qui peuvent faire peur, mais en fait, il n'y a rien de très compliqué. Il y a beaucoup de notions qui sont des notions de l'informatique et des mathématiques qui existent depuis longtemps. Il y a simplement d'autres vocables, d'autres manières d'en parler. Exemple, big data ou data lake, ça renvoie à la même notion. C'est la capacité qu'on a aujourd'hui à stocker et à manipuler une grande quantité de données. Il est vrai qu'on en a de plus en plus des données, tous les systèmes, de plus en plus de systèmes sont connectés, instrumentés, et donc remontent de la data. Cette data, il faut la stocker et il faut savoir la manipuler en grande quantité. C'est ce qu'on trouve sous l'acronyme Big Data, Data Lake étant notamment un lac de données, c'est-à-dire une grosse base de données où on vient déverser l'ensemble de la data. Là, ce qui est innovant, c'est l'évolution des technologies informatiques qui ont permis cette manipulation de données à un coût acceptable. Ensuite, les notions de data science, data mining, fouille de données, ça renvoie à la même chose. Ça, c'est l'ensemble des sciences statistiques et mathématiques qui permettent d'analyser de manière plus puissante qu'avec Excel ou un crayon et une gomme des données. Ensuite, il y a une notion de modèle mathématique. Pour faire simple, c'est une équation. Ce modèle, il peut être offline ou online. On entend aussi parfois l'expression streaming. Streaming et online, c'est la même chose. La différence entre les deux, entre offline, c'est simplement des équations mathématiques, dans le cas du offline, qui s'exécutent en temps différé, c'est-à-dire qu'elles ne traitent pas les données en temps réel. C'est-à-dire que vous avez collecté vos données avant, vous les analysez après. Ça peut être intéressant dans beaucoup de cas, sauf peut-être dans le pilotage d'un process industriel, où là, on a la nécessité de réagir en temps réel. Dans ce cas-là, on utilisera un modèle online ou de streaming. Et ensuite, il y a toute la série de technologies, ou plus exactement d'algorithmes mathématiques que sont le clustering, le réseau de neurones, le machine learning, les random forest. Il y en a des dizaines. Et là, c'est tout le travail du data scientist que d'aller choisir le bon algorithme à appliquer sur les données en fonction de l'analyse qu'on veut en faire. Alors pourquoi c'est important? Pourquoi on s'y intéresse? Pourquoi on s'y intéresse depuis quelques années d'ailleurs chez FH Energy System Clancy? C'est tout simplement parce qu'on pense qu'il y a là-dedans un gisement de valeur et que pour rester compétitif, il est indispensable d'utiliser les techniques de la data science et de l'intelligence artificielle. On est même convaincu que demain, il y aura deux sortes d'entreprises, celles qui seront passées à la data science et celles qui n'existeront plus. C'est un petit peu brutal et caricatural, mais on en est convaincu. Donc voilà pourquoi on pense que c'est important. Ça permet d'amener un différenciateur de concurrence en fait par rapport aux confrères, hein, tout simplement. Ça peut être le petit truc en plus, ça peut être de l'amélioration de notre propre productivité et ça peut être aussi amener des gains de productivité à nos clients. Le tout nous concernant sur nos métiers historiques qui sont nombreux, vous connaissez le groupe, je pense. Voilà, l'idée c'est bien d'amener en fait plus de rentabilité, plus de ROI, plus de performance, plus de valeur à nos clients. Évidemment, il y a quand même quelque chose d'important là-dedans, on en entend beaucoup parler, c'est la digitalisation des entreprises, qui est un critère essentiel. Il y a des entreprises pour lesquelles digitaliser, ça veut dire acheter des ordinateurs. Peut-être un peu tôt de leur parler de data science et d'IA, il faut faire les choses l'une après l'autre, c'est ce qui illustre le schéma qui est à l'écran. C'est-à-dire qu'avant de vouloir faire des modèles mathématiques, il faut déjà analyser les données. Avant d'analyser les données, il faut les avoir, donc il faut les stocker, et encore avant, il faut les collecter. C'est en fait cette courbe de progression que vous avez ici à l'écran. Donc collecter les datas, c'est toute l'évolution de la technologie qui le permet, les capteurs, les réseaux, les ordinateurs, et les stocker, c'est tout le progrès sur les bases de données, et toute cette notion de data lake et de big data. L'analyse descriptive, c'est ce que certains appelaient par le passé la BI, hein, ou la business intelligence, si vous connaissez. Donc ça, c'est déjà, je dirais, le degré zéro de la data science, mais il est indispensable. C'est-à-dire que pour le simple fait parfois d'afficher ou de restituer des données de manière intelligente permet de leur donner de la valeur et d'apporter une information qui n'était pas forcément perceptible pour l'ingénieur process, pour l'ingénieur maintenance, etc. Et ensuite, on peut passer au prédictif, c'est-à-dire qu'à partir de ces données, on peut recréer les lois mathématiques qui les relient, de sorte à anticiper le comportement
d'un système, que ce soit en production ou en maintenance. Et le fait d'automatiser ça, eh bien, ça nous permet de faire de la prescription, que ce soit dans le domaine de la maintenance ou dans le domaine de la production, voire de la prescription, c'est-à-dire de la suggestion de paramètres optimaux ou de la suggestion d'opérations de maintenance en fonction de l'expérience du passé. Alors, vous pourriez me dire, oui, mais ça fait des années qu'on a des MES, des SCADA, des GMAO, des ERP. En quoi la data science et l'intelligence artificielle, ça va plus loin que toutes ces autres technologies? Ben déjà, on peut analyser l'interaction entre plusieurs centaines, voire milliers, voire dizaines de milliers de variables grâce à ces technologies. Quelque chose qu'on ne pouvait pas faire avant, du moins pas à un coût acceptable. On peut analyser des énormes masses de données. On peut développer des modèles prévisionnels, y compris quand la relation entre les variables est non évidente. Quand vous avez 3 points sur une droite, c'est facile de deviner le quatrième. Quand les données sont beaucoup plus erratiques, dans bien des cas, l'être humain face à sa courbe va se dire il n'y a pas de logique là-dedans. Mais là, les algorithmes de l'intelligence artificielle, souvent, réussissent à trouver une logique et à dégager une logique mathématique majoritaire et à en créer une équation pour pouvoir prédire ce qu'il va se passer dans les données. Ensuite, on a des algos qui permettent d'éliminer le bruit au sens statistique dans les données, c'est-à-dire ce qu'on appelle les points fous, et ça de manière automatique. Et on a également des algos qui permettent de traiter des données non traditionnelles de l'industrie, c'est-à-dire des images, du texte en langage naturel. Vous connaissez peut-être tous les chatbots sur Internet, mais c'est le type de technologies qui sont cachées là derrière. Le plus simple, je pense, c'est de vous citer ce que nous avons réalisé avec mon équipe, parce que ça va vous permettre de voir le côté concret de la chose. Et j'imagine que ça va amener pas mal de questions tout à l'heure. Premier exemple. C'est un exemple que nous avons fait sur une centrale photovoltaïque. Donc là, la photo, c'est en Mauritanie. C'est une centrale qu'une équipe de notre filiale a conçue, installée, etc. Et il y a quelque chose d'essentiel au niveau de l'énergie électrique que vous savez peut-être, c'est qu'on la stocke difficilement. Par difficilement, je veux dire, ça coûte cher de stocker de l'électricité pour l'instant. Voilà. C'est tout un enjeu d'ailleurs de la transition écologique. En tout cas, pour l'instant, c'est extrêmement important pour un gestionnaire de réseau électrique, Enedis en France, de savoir quelle va être la puissance injectée dans le réseau électrique heure par heure, à J+1, J+2. Parce que ça lui permet d'ajuster d'autres moyens, voire de délester, ça ne se fait pas en France, heureusement, mais ça pourrait arriver. Voilà. Donc c'est extrêmement critique comme information. Pour faire ça, nos collègues utilisaient depuis des années des modèles que je qualifie de systémiques, qui étaient réalisés en MATLAB et Simulink. C'est-à-dire qu'on prend chaque brique du système comme une fonction de transfert mathématique, on les met ensemble dans MATLAB, on rentre les prévisions météo d'un côté et on en sort une prévision de production. Pourquoi la météo? Parce que sur une centrale solaire, c'est le paramètre le plus évident et le plus influent sur la production d'énergie. Donc vous prenez la brique d'un panneau solaire, la brique d'un transformateur, la brique d'un onduleur, vous mettez tout ça en série dans MATLAB. Vous mettez aussi l'équation de dégradation des panneaux fournie par le constructeur, parce que ça se dégrade dans le temps, et vous injectez les prévisions météo, vous sortez une prévision de production d'énergie. On a pris une approche différente avec la data science. On a pris les données de production réelle d'une année complète. Ça nous a permis d'inclure la saisonnalité dans le modèle mathématique. On a généré un algorithme prédictif à partir de ces données, c'est du machine learning, c'est-à-dire que c'est la machine automatiquement qui, à partir des données de production réelle et de la météo du passé, a créé la loi mathématique qui relie ces différentes grandeurs physiques. Et ensuite, on lui donne en entrée les prévisions météo de J+1, J+2, et le modèle automatiquement fait la prévision pour le lendemain et le surlendemain. Il y a plusieurs choses d'assez géniales là-dessus. La première, c'est que le modèle, par approche statistique, il est plus précis que le modèle systémique MATLAB Simulink. C'est les courbes que vous avez en bas, c'est les courbes d'erreur. Donc le modèle Simulink, il a une erreur moyenne de 6%, là où le modèle statistique, il a une erreur moyenne de 4%. Vous voyez autre chose, c'est que l'erreur du modèle statistique, elle baisse dans le temps, là où l'erreur du modèle systémique, elle augmente dans le temps. Alors pourquoi? Et ça, c'est une autre caractéristique particulièrement géniale de ces algorithmes, c'est qu'ils sont auto-adaptatifs. C'est-à-dire, comme on va lui donner régulièrement, pour relancer un apprentissage du modèle, les données de production réelles, il va se corriger tout seul.
dans le temps. Ce qui n'est pas le cas d'un modèle systémique qui est figé, à moins de le mettre à jour par une opération manuelle qui prend du temps. Voilà, donc ce modèle, il a fallu à peu près 15 jours pour le développer, là où un modèle MATLAB Simulink, il faut 6 mois pour la même centrale. Donc plus vite, plus précis et auto-adaptatif. Là, vous avez un exemple classique où l'intelligence artificielle a apporté quelque chose. Autre exemple, c'est la prévision du vieillissement des surpresseurs. Donc ça, c'est un cas typique de maintenance prévisionnelle ou prédictive, où ce que nous avons fait, c'est d'estimer le RUL, pour parler anglais, Remain Useful Life, le temps qui reste à vivre de ce surpresseur avant d'être obligé de lui appliquer une maintenance, ou de le remplacer. Pour faire ça, on allait installer un certain nombre de capteurs sur la machine, de vibrations, de pression et de température. On a collecté des données pendant à peu près 3 semaines. On les a données aux data scientists qui ont cherché à trouver une corrélation entre le degré de vieillissement du surpresseur. Pour être précis, nous en avions 4 avec des dates de remise à neuf différentes. C'est la date que vous avez à côté à chaque fois. On a collecté des données sur chacun de ces surpresseurs. On a cherché les liens mathématiques entre les données vibratoires et de température et de pression, de sorte à déterminer quel était le degré intrinsèque de vieillissement de chaque surpresseur. Les data scientists ont sélectionné 2 descripteurs, des variables, mais on parle de descripteurs dans le domaine de la data science, qui était la fréquence vibratoire centrale et le coefficient de variation autour de la fréquence centrale de vibration, ce qu'on appelle l'enveloppe. Donc là, c'est des notions de physique, je dirais, et d'analyse vibratoire qui dépassent le domaine des data science et de l'intelligence artificielle, d'où la nécessité d'allier systématiquement l'expertise à la fois de data scientists et d'experts métiers selon le système qu'on veut analyser. Du moins pour l'industrie, c'est ce dont nous sommes convaincus. Ici, ce qu'on s'est aperçu, c'est qu'en sélectionnant ces descripteurs, on a les points en fonction du surpresseur qui se regroupent dans une zone. Autrement dit, à partir du seul capteur de vibration, on est capable de dire s'il faut faire la révision du surpresseur plutôt dans 6 mois, plutôt dans 1 an, plutôt dans 1 an et demi. Ça a 2 intérêts majeurs. Le premier, ça permet de réduire le risque d'une casse inopinée du surpresseur. C'est-à-dire que vous sentez venir la défaillance grâce au capteur, grâce au modèle mathématique. Et l'autre intérêt, c'est de pouvoir éventuellement retarder une maintenance. Dans le cas de ces surpresseurs, sa remise à neuf coûte à peu près 10 000 € de matériel, plus des dizaines d'heures de main-d'œuvre. Si vous pouvez différer de 6 mois ou d'1 an, ça vaut le coup. Surtout si vous êtes payé forfaitairement pour en assurer la maintenance, ce qui était le cas ici. Autre exemple classique d'utilisation de l'intelligence artificielle, c'est l'analyse d'images. Alors ça, on en parle beaucoup en grand public, mais on a aussi des cas d'application industrielle. Vous en avez un là. Donc ici, il s'agit d'aller détecter des défauts dans des panneaux solaires sur une centrale photovoltaïque. Donc pour ça, on a des collègues de l'entreprise qui font des survols avec des drones équipés de caméras infrarouges que vous avez là en photo. Ils vont survoler des champs de panneaux solaires et ensuite ils analysent les images pour entourer jusqu'à, il me semble, 8 types de défauts de tête. C'est ce qu'on voit sur l'image ici. Cette analyse, jusqu'à il y a peu, elle était faite à la main, ou plus exactement à l'œil, par un technicien qui, de retour au bureau, passait 8 heures ou 10 heures de vidéo à entourer des défauts sur les images. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a entraîné dans ce cas-là un réseau de neurones, donc une intelligence artificielle. On lui a donné des centaines de photos en lui disant ça, c'est tel type de défaut. Un peu comme on apprend à un enfant, ça c'est un chat, c'est un chien, etc. C'est pareil avec ce type d'intelligence artificielle. Il faut lui donner des données étiquetées, on appelle ça, parce qu'on lui dit, voilà, ça c'est un défaut de type A, ça c'est un défaut de type B. On lui donne beaucoup, et tout seul, il apprend à reconnaître les défauts. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on a mis en place et qui tourne. Et là, on détecte 110% de défauts. Normalement, ce chiffre doit vous interpeller. Pourquoi 110%? En fait, dans les premiers tests, on arrivait à 80%. Ça veut dire qu'on loupait 20% des défauts. Pour le technicien, c'est un peu embêtant parce que louper 20% des défauts, ça veut dire qu'il doit quand même regarder les 10 heures de vidéo pour voir ce que l'IA a loupé. Donc, on a rendu l'intelligence artificielle moins sélective. On l'a autorisée à se tromper plus, mais dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'elle surdétecte
Et là, en fait, le technicien fait l'inverse, il repasse la liste des défauts en vue pour confirmer que c'est bien un défaut. Mais du coup, on n'en loupe aucun. Voilà. Voilà, ça c'était juste des illustrations du système de drone et puis des détections ici qui sont faites automatiquement par intelligence artificielle. Autre exemple, j'aime bien celui-là, c'est un cas qu'on a fait il y a 2 ans pour un fabricant de machines qui servent à fabriquer des parpaings, des blocs de béton, des bordures de jardin. Donc cet industriel, il rencontrait un problème. Il avait une variation de plus ou moins 20% du temps de cycle de sa machine, sauf qu'il n'arrivait pas à expliquer pourquoi, quand bien même il était concepteur et fabricant de sa machine. Ils ont donc fait appel à nos services, plutôt pour de l'instrumentation au départ, et ils se sont aperçus que même en collectant plein de données supplémentaires, ils n'arrivaient pas à l'expliquer. Seulement, il s'avère que là, il y a 800 variables à analyser. C'est-à-dire qu'il y a 800 variables qui bougent dans tous les sens et qui pourraient expliquer le phénomène de variation du temps de cycle. Autant vous dire qu'avec Excel, vous pouvez y passer un certain temps. Ils ont donc eu l'idée d'utiliser la data science avec nous, et c'est ce qu'on a fait pour eux. On a fait travailler les data scientists qui ont fouillé les 800 variables qu'on allait d'abord collecter, évidemment avec un de nos systèmes que je vous montrerai tout à l'heure en photo. On allait collecter pendant à peu près 1 mois ces 800 variables, échantillonner à 20 millisecondes, donc c'est assez rapide, c'est-à-dire 5 points par seconde fois 800, c'est quand même une grosse quantité de données. On a donné ça aux data scientists pour une analyse et ils ont réussi à expliquer les 2/3 de la variation du temps de cycle. Ils ont trouvé la corrélation entre les différentes variables qui conduisent au phénomène. Ils ont fait mieux que ça, ils ont créé un modèle mathématique qui prédit la durée du cycle dès le début du cycle. C'est-à-dire qu'un cycle dure 6 secondes, dès la première seconde, ils savent dire le cycle va être normal ou va dériver. Ça a l'air de rien, mais c'est un énorme impact. Ça veut dire qu'on peut encore éventuellement envoyer des consignes à l'automatisme pour modifier des paramètres du cycle pour essayer de le récupérer. Ou tout le moins pour que le suivant soit correct. Voilà, ça c'est juste une photo du système qu'on a créé pour aller faire l'acquisition des données. Donc c'est du matériel industriel classique qu'on utilise simplement avec notre solution logicielle qui s'appelle Smart Forest, je vous en reparlerai tout à l'heure, et qu'on fait tourner dans ce PC industriel qui est derrière les ventilateurs. Un dernier exemple, donc ça c'est une solution qui est en production sur le pont Chaban-Delmas à Bordeaux, que vous connaissez peut-être. C'est un pont un peu particulier. En fait, je dirais que ce n'est pas un pont, c'est une machine. Je m'explique. C'est un pont dont le tablier se lève pour laisser passer les très gros bateaux et qui redescend une fois que les bateaux sont passés pour que les voitures puissent à nouveau circuler. Donc je dis que ce n'est pas un pont parce qu'en fait, c'est des poulies, c'est des câbles, c'est des moteurs. C'est plus une machine qu'un pont, en réalité. Ce pont, le Bordeaux Métropole, a souhaité le monitorer de manière avancée pour surveiller un certain nombre de paramètres et garantir la sécurité de l'installation. Pour ce faire, une de nos filiales a équipé le pont d'un certain nombre de capteurs, 80 accéléromètres, entre autres, mais aussi des microphones pour écouter d'éventuels bruits. Et nous, derrière, on a mis une solution de type Big Data pour collecter, massifier et analyser ces données. Voilà un autre exemple de ce qu'on peut faire avec la data science. Alors, comment on fait Alors, nous, on fait ça avec notre solution qui s'appelle Smart Forest. Smart Forest, c'est une marque déposée qui appartient à FH Energy Systems. C'est une plateforme d'acquisition et de stockage de données de type Big Data. C'est le service réalisé par mon équipe d'analyse de type data science. Et puis, c'est aussi une partie de visualisation, d'analyse prédictive et du logiciel du coup, qui permet d'exécuter des modèles mathématiques en temps réel. Le principe de fonctionnement est le suivant. Déjà, pour analyser les données, je vous l'ai dit en préambule, il faut les collecter. C'est ce que représente ce schéma ici. Je ne sais pas si on ne voit pas le pointeur de souris. C'est ce que vous avez en bas à gauche. Comme ça, voilà. Les données qui peuvent remonter, alors ça peut être une usine, ça peut être une centrale électrique, ça peut être une infrastructure de transport. On a des cas d'usage aussi en ce moment dans l'analyse de données ferroviaires sur des trains instrumentés de la SNCF pour aller chercher des corrélations entre les opérations de maintenance sur les voies et le confort passager, par exemple. Donc ça peut aller très loin. Ces données, ensuite, on les stocke dans une grosse base de données. Ensuite, nous, notre manière de travailler, c'est de commencer par l'anglicisme workshop, c'est-à-dire c'est une série de réunions avec le client
pour bien comprendre quelle est sa problématique à résoudre. Parce que d'une part, il faut des données, mais il faut aussi un cas d'usage. Voilà, parce que les données, je vais faire travailler des data scientists pendant 10 ans, ils vont vous trouver des informations statistiques extrêmement intéressantes, mais qui ne sont pas forcément utiles pour le client. Voilà, donc il s'agit aussi de cibler quel est le cas d'usage. Donc on fait ça au travers d'une réunion qui dure entre une demi-journée et 3 jours, selon les cas, selon leur complexité, qui permet aussi de s'assurer qu'on a les bonnes données, éventuellement de décider qu'il en faut des supplémentaires, qu'il faut aller les chercher, peut-être instrumenter, etc. Donc on fait travailler les data scientists avec des experts métiers sur ces données, qui ensuite vont pouvoir créer des modèles mathématiques. Ces modèles, on va les mettre en production, c'est ce qu'on va appeler le streaming, et leur faire traiter les données qui remontent en temps réel du terrain. Et ça va donner des alertes, des prescriptions, que ce soit dans le domaine de la maintenance ou de la production. Voilà, je suis passé un petit peu vite dessus, mais pour nous, ce qui est vraiment la data science, c'est bien l'intersection entre 3 métiers. Le métier de la compréhension des données, c'est là qu'interviennent les experts métiers, les ingénieurs de maintenance, les ingénieurs experts de l'électricité, de la vibration, de la mécanique, enfin tout dépend le domaine d'activité. Donc ça, c'est des gens de métier. C'est des mathématiciens, ce qu'on appelle des data scientists. C'est des gens qui sortent d'écoles de statistiques et de mathématiques, qui eux ont les outils mathématiques pour faire ces analyses et ces modélisations. Et évidemment l'informatique, puisqu'il faut des gens pour aller collecter les données, les stocker, les manipuler, faire en sorte que les systèmes s'exécutent en temps réel de manière correcte. Donc voilà, donc si on met en contexte la solution dans sa globalité, hein, vous avez en bas les différentes sources de données, qui peuvent être d'autres bases de données, des capteurs, des systèmes industriels, des IoT, des systèmes tiers. Hein. On peut très bien analyser des données d'une GMAO pour aller chercher des récurrences dans des pannes et en anticiper de nouvelles, par exemple. Tout ça, on le remonte dans la plateforme de data science où on peut faire les représentations, les analyses, les modélisations mathématiques, l'exécution en temps réel des modèles, et tout ça au service de la couche que vous avez au-dessus, qui peuvent être la maintenance prédictive, l'aide à la conduite d'installation, du diagnostic avancé, c'était le cas de la machine à parpaing, de la maintenance prescriptive ou d'autres fonctionnalités de data science. Je vous propose de faire une petite synthèse de nos retours d'expérience, puisque ça fait quelques années qu'on travaille sur le sujet. On a commis quelques erreurs, donc on s'est dit, bah, autant vous en faire profiter, que ça, vous ne les ferez pas si vous vous lancez sur le sujet. Le premier retour d'expérience, c'est que l'IA, ce n'est pas magique, c'est mathématique. On entend encore trop souvent dans certains discours marketing que vous branchez, ça marche tout seul. Pour moi, ça, c'est de la magie. La magie, je pense, hélas, que ça n'existe pas. Parfois, c'est bien d'y croire, mais en tout cas, dans l'industrie, on n'y croit pas. Donc non, l'IA, c'est avant tout des maths. Des maths plus la puissance de calcul. Pardon. Ensuite, autre retour d'expérience, c'est une étape après l'autre. Il ne faut pas vouloir faire un modèle mathématique tout de suite. Il faut d'abord penser acquisition, agrégation, c'est-à-dire stocker, aligner les données de manière à pouvoir les manipuler efficacement. Ensuite, on passe à la phase d'analyse descriptive, c'est-à-dire simplement visualiser vos données de manière intelligente, avec les bons outils, peut-être déjà avec des outils statistiques d'ailleurs, pourquoi pas. Et ensuite seulement on passe à la modélisation, qui là va permettre d'anticiper les phénomènes. Troisième point, c'est que les approches que je qualifie d'agnostiques, elles trouvent vite leurs limites dans l'industrie. Par agnostique, ce que j'entends, c'est les approches qui ne s'intéressent pas au fonctionnement du système. C'est-à-dire qu'on branche, et puis tout seul, ça vous dit, il se passe quelque chose d'anormal. Ça existe, ça marche, oui, mais ça sert à quoi de savoir qu'il se passe quelque chose d'anormal si vous ne savez ni pourquoi, ni quoi faire pour que ça n'arrive plus? Dans certains cas, ça peut servir. Mais dans la majorité des cas dans l'industrie, on veut éviter que le phénomène se reproduise et on veut savoir quoi faire pour le corriger. Et pour ça, on est obligé de comprendre comment fonctionne le système. C'est pour ça que j'ai insisté avant sur l'implication nécessaire d'experts métiers auprès des data scientists. Puis le troisième point, c'est le coût, hein, tout simplement, d'une approche data science. Vous l'avez compris, un cas d'usage, c'est au minimum 2 ou 3 semaines, voire plus de travail d'un data scientist, plus d'experts métiers. Autrement dit, il ne faut pas chercher à régler un problème à 500 € avec la data science. Si vous avez un moteur qui casse une fois par an sur une installation, il coûte 500 €, achetez-en deux, mettez-les en stock, et puis
ne faites pas de data science. Voilà. Si vous cherchez un problème qui vous coûte peut-être au minimum 10 000 € par an, oui, pourquoi pas, effectivement. J'en ai terminé, je vous propose de passer aux questions. Sur un tout peu technique, peut-être sur les technologies, vous avez parlé d'open source, sur quel type de technologie R, Python? Ouais, bah, oui, voilà, tout à fait. Donc en fait, nous, on utilise la stack que la majorité des gens utilisent. Hein. Donc, on utilise énormément de Python, on utilise Spark également. En base de données, on a une petite préférence pour InfluxDB parce qu'elle est particulièrement adaptée au traitement des séries temporelles. On a fait nos propres benchmarks sur le sujet. On a aussi essayé MongoDB et d'autres. Sur les couches présentation, on est plutôt sur du Dash, du Plotly et du Grafana. Tout l'ensemble de la stack est dockerisé, voilà, ce qui permet de la déployer facilement dans le cloud ou on-premise. Pour les modèles, c'est principalement Python, exceptionnellement Scala ou Java, quand on a besoin de performance ou sur des cas particuliers. Et des ETL, des choses comme Calem, ça c'est plus dans Alors, ouais, effectivement. L'écosystème ou pas? Ouais, tout à fait. Alors, nous, on privilégie Apache NiFi pour cette partie-là. Après, on est relativement souple au niveau des outils, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas le choix, parce que comme on a une multitude de clients industriels qui ont leur propre stack, on est absolument capable d'utiliser le stack des clients. Par exemple, on en a certains effectivement qui utilisent Talend, qui en plus a développé toute sa panoplie d'outils data science, donc on est capable de les utiliser aussi. C'est un petit peu d'ailleurs l'évolution de la plupart des ex-éditeurs de BI ou d'ETL, qui sont allés vers la data science, donc ils rajoutent leurs propres outils, qui souvent sont d'ailleurs les mêmes outils open source qui sont juste repackagés hein, dans la plupart des cas. Donc il n'y a pas vraiment de. Les outils sont plus le frein aujourd'hui. On a même fait des. Google a une suite d'outils qui est très intéressante également, on les a déjà utilisés aussi. Alors, Christophe Nart nous demande si, pour un environnement IA plus industrialisé, vous autorisez-vous à employer des systèmes tels que Hadoop ou autres environnements propriétaires ou développés en interne? Ah oui, bien sûr, on utilise Hadoop dans les projets. La réponse est oui, si je l'ai bien comprise. Alors, Monsieur Nart, si vous avez des questions complémentaires, n'hésitez pas à ouvrir votre micro. Non, j'étais juste un peu étonné d'utiliser justement Hadoop, quoi, qui pour tout le monde, c'est issu de chez Google, quoi. C'est pour ça. Alors certes, c'est super, comment dire, c'est comme une distribution de data science, quoi. Mais voilà, je me demandais s'il y avait des choses plus, comment dire, plus minimalistes et plus adaptées après justement au cas par cas. Absolument, mais dans la majorité des cas, on n'utilise pas Hadoop. Hein. Hadoop, on l'utilise dans des cas particuliers avec de très gros volumes où on doit faire du réparti sur plusieurs serveurs. Et encore, on va utiliser plus facilement Kafka. Voilà. Là, si vous voulez aller plus loin dans les détails techniques du choix de plateforme, il faudra que je vous organise un petit rendez-vous avec nos experts. Je ne suis pas moi-même expert. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'on l'utilise de manière systématique, pas Hadoop, mais qu'on l'utilise ponctuellement. On a parlé d'algorithmes. La question que je me posais, c'est est-ce que ce sont des algorithmes que vous utilisez qui sont disponibles quelque part, ou est-ce que vous développez vos propres algorithmes, ou les deux? Alors, c'est une bonne question. Non, nous, on utilise des algorithmes qui existent. Éventuellement, on les paramètre, hein, évidemment. Pas éventuellement, on est obligé de les paramétrer pour nos propres cas d'usage, mais on n'invente pas d'algorithmes. D'ailleurs, la création d'algorithmes, c'est presque du domaine de la recherche fondamentale, c'est plutôt fait dans les universités. Nous, on est utilisateurs de ces solutions. Notre force, c'est de les choisir et de savoir les paramétrer, pas de les créer. D'accord. Mais du coup, est-ce que vous travaillez en partenariat avec des universitaires qui créent ces algorithmes pour certains besoins particuliers, ou il y a déjà suffisamment d'outils disponibles pour ne pas avoir besoin d'en recréer? Ouais, alors là, c'est un peu les deux. Majoritairement, on utilise ce qui existe parce qu'il y a déjà beaucoup de choses qui existent. Hein. Par exemple, il faut savoir les algorithmes de machine learning qui sont très utilisés, notamment un qui s'appelle AutoML. Il a été créé à Fribourg, à l'université de Fribourg, pas très loin d'ici en Allemagne.
Non, on envisage sur des cas particuliers de recourir à des thèses, par exemple, pour développer certains algorithmes, mais pour l'instant, on ne l'a pas encore fait. Mais ça pourrait arriver. Chez les industriels, les données, vous êtes amené à en créer suivant le type de projet, les stocker chez eux forcément. Comment on gère ça? Ou est-ce que sur les différents projets que vous avez eus, parce qu'après, si finalement les gens vont venir vers vous, s'ils n'ont pas de données, c'est aussi un temps, quoi, le temps de la génération de ces données. Après, quand on la maîtrise, c'est sans doute plus efficace. Dans un second temps, quand on va utiliser le bon algorithme, comment vous gérez cette partie-là? C'est peut-être la première phase en amont, là, quand vous êtes en relation Ouais, avec absolument. Alors, je dirais qu'il n'y a pas de réponse unique. Il y a une multitude de cas. Je dirais qu'il y a presque autant de cas que de clients, hein. Alors, après, on peut les ranger dans des cases, mais c'est un peu notre leitmotiv, c'est que chaque industrie est unique, hein. On ne dit pas l'industrie du futur, on dit les industries du futur. On considère le cas un peu de chaque client comme unique. Néanmoins, il y a quelques situations assez classiques qui se dégagent. Il y a effectivement la situation courante où nos clients industriels grands comptes ont déjà de l'instrumentation, des automates et collectent déjà leurs données. Dans ce cas-là, on peut tout simplement utiliser leurs propres outils, éventuellement rajouter une plateforme data science dans laquelle on va verser les données de plusieurs de ces sous-systèmes et les analyser à cet endroit-là. Les analyser, exécuter les modèles mathématiques à cet endroit-là. Ensuite, à l'autre extrême, il y a le cas du client qui n'a rien. Dans ce cas-là, on va plutôt favoriser des solutions de type IoT, c'est-à-dire d'objets connectés industriels qu'on va déployer chez lui, qui vont remonter des signaux plutôt directement vers un cloud auquel nous, on va se connecter pour analyser les données. Ensuite, il y a toute la pléthore de solutions intermédiaires. On peut aussi envisager de déployer chez un client qui n'a pas encore d'infrastructure informatique une plateforme data science qui va se charger de collecter les données peut-être d'autres sous-systèmes ou de capteurs qu'on ira ajouter, qu'ils soient IoT ou directement connectés à son réseau. En tout cas, nous, on peut fonctionner à la fois dans le cloud et on-premise, comme on dit, c'est-à-dire sur une base de données ou un data lake qui est installé chez le client, ou alors, s'il le préfère, des données qui sont poussées dans le cloud pour les stocker et les manipuler à cet endroit. Ça répond à votre question? Oui. C'était aussi la difficulté de la relation avec le client au début, parce que s'il a déjà une structure, s'y adapter, c'est sans doute une difficulté pour vous, je pense. Oui et non, c'est une autre difficulté. Ouais. Disons que s'il fallait aller collecter les données, c'est peut-être une difficulté encore plus grande. Voilà, donc c'est pour ça que chaque projet est unique, même si on retrouve des situations communes de manière récurrente. Mais oui, il faut s'adapter à l'infrastructure du client. Ensuite, il y a des contraintes souvent aussi, peut-être ça qui est aussi derrière votre question, de confidentialité, évidemment, de sécurité informatique. On a des clients dans certains domaines sensibles qui refusent catégoriquement que les données sortent de leur site et on les comprend. Dans ce cas-là, forcément, on est obligé de travailler ou dans son infrastructure, ou alors on déploie quelque chose dans son infrastructure, mais dont il a la maîtrise et qui ne communique en aucun cas vers l'extérieur. Et du coup, quel est le frein aujourd'hui d'un industriel? Supposons que quelqu'un, l'affaire est démystifiée, il connaît, il a une idée. Qu'est-ce qui va freiner l'arrivée sur l'usage d'analyse des données? C'est une bonne question. Alors, il y en a plusieurs. Peut-être une principale, c'est la capacité à démontrer a priori le retour sur investissement. C'est-à-dire que c'est des technologies, c'est des approches statistiques auxquelles on n'est pas certain d'avoir 100% de succès au départ. À part dans certains cas où on peut estimer les chances de succès, mais bien souvent, quand on est contacté, c'est que le client a un vrai gros problème qu'il n'arrive pas à résoudre autrement. Et là, c'est difficile, avant d'avoir commencé à analyser les données, de dire on va trouver l'aiguille dans la botte de foin. Parce que c'est vraiment ce parallèle qu'on peut faire. C'est prendre un engagement sur le fait de trouver l'aiguille dans la botte de foin. Ouais, on peut le faire, mais il y a un risque quand même non négligeable. Le mieux, c'est de commencer à chercher. C'est pour ça qu'on préfère les approches itératives, finalement, dans le domaine de la datation. C'est-à-dire qu'on commence sur une partie des données ou sur un petit périmètre, on regarde si c'est intéressant, et on décide avec le client de continuer ou pas. Je dirais le principal frein, c'est ça aujourd'hui, c'est effectivement cette partie de démonstration du ROI a priori. L'autre, c'est la partie collecte des données pour les clients qui ne sont pas encore équipés, parce que déployer du capteur,
déployer une infrastructure de stockage, ça peut avoir un certain coût, sans compter que souvent ça mixe à la fois des compétences OT et IT. Donc ça fait appel à différents services de l'entreprise, c'est-à-dire qu'on est à la fois en lien avec éventuellement les mainteneurs, les producteurs, l'IT, et qui n'ont pas toujours les mêmes intérêts en fait dans une entreprise. Ce qui veut dire qu'il va quand même bien souvent y avoir une implication de la direction assez forte pour faire aboutir ce type de projet. Justement, je voulais rebondir parce que vous avez très bien montré la nécessité en fait, d'allier les experts data science et les experts métiers. On s'imagine bien que les experts data science doivent aussi connaître le vocabulaire des différents types de métiers, mais est-ce que l'inverse est vrai et nécessaire aussi, vous avez pu rencontrer au sein des entreprises? Est-ce que les universités, les écoles d'ingénieurs, on doit aussi axer la formation de nos ingénieurs vers la datation pour que en fait, les projets en fait, d'analyse de données se fassent un peu plus facilement Ah, c'est intéressant comme question. Alors je dirais oui et non. Pourquoi non? Déjà parce que c'est plus simple. C'est qu'aujourd'hui, les ingénieurs qui sortent des écoles, ils ont quand même une culture numérique, en général, qui est déjà... Alors, connaître Excel, c'est pas forcément une culture numérique. Hein. Ouais, après, mais ça dépend peut-être les filières. Ouais. En nous, on des ingénieurs chimistes, c'est vrai que voilà. Ouais, non, alors, moins des problématiques. Alors oui, on les forme à la cybersécurité ou en GPT, ouais. justement, mais on n'est pas passé à la datation. Si, mais alors, non, mais pour être sérieux, il y a le Gartner qui a théorisé en fait les différents métiers de la data science. Et ils ont notamment inventé, entre guillemets, ou décrit un profil qu'on appelle le citizen data scientist. On pourrait traduire par le data scientist de la rue, entre guillemets, dans le sens où demain, on sera tous des citizen data scientists. D'ailleurs, on a tous ceux qui manipulent un petit peu d'informatique, on analyse un peu nos données, vous regardez peut-être vos consommations d'électricité dans Excel, etc. Vous commencez à faire de la data science, attention. Voilà, c'est ça que je veux dire. Pourquoi je dis ça? Parce que je pense que demain, effectivement, tout le monde devra avoir un niveau minimum ou au moins conscience de l'existence d'outils statistiques puissants pour analyser et modéliser les données. Au moins le savoir. Donc en ce sens-là, oui, peut-être que les formations des ingénieurs chimistes devraient évoluer pour qu'ils aient au moins conscience de l'existence de ces systèmes, pour qu'ils puissent les utiliser à un niveau que je qualifierais de basique dans le sens des mathématiques par eux-mêmes, et qu'ils aient le réflexe d'appeler des experts de la data science et donc des mathématiciens pour les aider à analyser et modéliser leurs données quand ça devient plus complexe. D'ailleurs, il y a de plus en plus d'outils en fait destinés à des citizen data scientists chez certains éditeurs de logiciels, aussi Talent avance, il y en a d'autres, où effectivement, Talent, ça peut être pris en main, entre guillemets, par un non-informaticien. Du moins sur le volet BI. Maintenant, ils sont en train de rajouter dedans, vous pouvez par un simple drag and drop, mettre un algo d'auto-ML, d'auto-machine learning, ou une régression polynomiale. Ça, il peut le faire tout seul, et vite. Par contre, la vraie difficulté va rester de savoir, est-ce que je prends une régression polynomiale, est-ce que je prends une régression linéaire, est-ce que je prends une transformée de Fourier? Et comment j'ai paramètre? Voilà, un peu pour le parallèle avec le monde de l'automatisme, on a les systèmes PID là, de régulation qui existent depuis longtemps. Calculer les coefficients du PID, faut être un expert de l'automatique ou utiliser des outils pour le faire. L'automaticien de base, il sait mettre en place un PID. Par contre, calculer les coefficients, il a des outils ou bien c'est un expert qui l'aide. C'est pareil. Il y a une passerelle naturelle peut-être entre les ingénieurs, la science, la data science. Les statistiques sont aussi un outil pour des scientifiques, en physique, en chimie. C'est intéressant de rapprocher que la démarche d'un data scientist est aussi celle d'analyser les phénomènes, comme en chimie, les erreurs ou autres. Une culture commune dans les... Former à nos universités, dans nos écoles aux statistiques. Ils ne se rendent peut-être pas compte de l'intérêt pour les entreprises, en fait, de se lien avec les entreprises. Je pense que la part statistique dans l'intelligence artificielle, on la cite peu, mais en fait, c'est quand même la base. Absolument, c'est ça. Et nous, on a eu le cas l'année dernière d'un stagiaire qu'on a recruté, un stagiaire de 45 ans, donc déjà, c'est pas courant. C'était un ingénieur
peut-être chimiste, justement, chimiste mécanique, qui a fait toute sa carrière, plus de 20 ans de carrière dans ce domaine-là, et qui au fur et à mesure s'est retrouvé à manipuler des données, à devoir les analyser. Et du coup, il s'est intéressé par lui-même au domaine et aux outils de la data science. Et ça lui a tellement plu qu'il s'est dit, allez, je suis spécialisé en mathématiques et en statistiques. Et il a fait une reconversion professionnelle. Et ça amène à une autre question à laquelle je n'ai pas répondu, que vous posiez tout à l'heure, c'est ce sujet de la double compétence finalement. J'ai répondu dans le sens des ingénieurs chimistes qui seraient formés aux mathématiques, mais pas l'inverse. Nous, nos data scientists, à force de faire du projet, eh ben, ils commencent à comprendre l'analyse vibratoire, les transformés de Fourier dans l'électricité, etc. Ils commencent à maîtriser aussi certains process des clients. À force de faire des cas au contact des experts métiers, ils apprennent. Voilà, forcément. Par contre, je pense que c'est impossible ou hautement improbable que demain, les gens qui sortent d'une école de statistique maîtrisent tout le panel finalement des analyses physiques qui peuvent exister, parce qu'entre la chimie, la mécanique et l'électricité, il y a peut-être un peu trop de métiers. Après, pourquoi pas se spécialiser, hein. Biotechnologie, ça existe, hein, des data scientists spécialisés dans les biotechnologies, c'est très à la mode en ce moment. On en a un célèbre dans la région là, qui nous fait le site sur le tracking Covid. Voilà. Il doit maîtriser les deux. À l'université, on a, depuis ça doit être la 4e année, il y a un master maths et data science, peut-être que vous n'êtes pas au courant, en tout cas les industriels probablement ne le sont pas trop, qui est piloté d'ailleurs par l'UHA et qui est co-accrédité avec l'Université de Strasbourg. Donc on a des étudiants, alors, il y en a eu 4-5 la première année, et puis maintenant, je crois qu'ils sont une petite dizaine sur, voire on tend à augmenter le nombre d'étudiants. Après, c'est le temps que le master se fasse connaître. Mais je sais que vous en avez déjà pris en stage chez vous, il y en a déjà eu chez Peugeot. Donc, voilà, c'est intéressant de savoir que sur le territoire, il y a une formation qui va dans ce sens-là. Et l'intérêt aussi, et je pense que l'équipe pédagogique connaît un petit peu certaines personnes, ils sont assez intéressés à aller vers les industriels du coin. Je le prie en cette année. Ouais. Après, c'est des fois la difficulté, parfois c'est des gens, des vrais matheux, les amener vers le champ industriel. C'est un peu un travail quand on les prend chez soi, chez l'industriel. Enfin, ça, après, c'est le travail que vous pouvez faire en amont quand vous êtes dans le recrutement, quoi. Nous, c'est ce qu'on fait, oui. Là, on en a pris 2 à partir du mois de mars de ce master, justement. Et on a eu beaucoup de candidatures et le critère de choix, c'est porté sur ceux qui avaient l'esprit le plus ouvert sur la physique des choses. Parce que pour nos applications industrielles, c'est indispensable. Il faut qu'ils aiment la physique, qu'ils aient envie de comprendre comment ça marche, pourquoi la data elle varie comme ça par rapport à une température, une pression. J'ai naturellement envie de faire ce lien. Ouais. Merci beaucoup Jean-Louis pour cet éclairage sur la data science. J'espère que ça a donné des idées aux personnes qui nous ont suivis et que ça pourra déboucher sur d'autres collaborations, soit directement avec Eiffage Energy System Clemcy ou dans le cadre d'échanges qu'on peut avoir au sein de RESA. Merci. En tout cas, n'hésitez pas à nous contacter. On est accessible à la discussion. Hein. Ça n'engage à rien. N'hésitez pas. Eh bien, merci à tous les participants. Très bien, merci. Merci. Merci à tous. Merci Jean-Louis. Et à très bientôt. Pour votre attention, vos questions. Si la dynamique de RESA peut vous intéresser, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez toutes mes coordonnées sur le site de RESA, resa-alsace.com.